comprennent que la confiance ne se décrète ni ne s'impose pas, jamais. Merci à Fred Blin, un clown dont j'ai vu le spectacle samedi dernier. Il m'a conforté dans mes doutes. J'aurais dû faire clown comme métier. Et il m'a fait comprendre à travers l'inabouti, la maladresse, l'autosabotage, l'absurde, l'humour et la dérision que les clowns sont souvent plus intelligents que les chercheurs et qu'on peut aborder des sujets sérieux sans en avoir l'air. Après merci, comme je suis polie, je vais vous dire s'il vous plaît, et si on faisait un pas de côté avec la sérieuxité, et si on ne se prenait pas trop au sérieux, si on acceptait un peu moins de jouer le jeu. Rien que pour quelques heures, quelques jours, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler sérieusement. Ça veut dire qu'on pourrait essayer de faire un pas de côté avec les codes, les normes, changer les règles du jeu. Ce premier temps se nomme mettre à l'épreuve avec toute la polysémie qui s'y rattache. Mettre à l'épreuve, c'est éprouver, percevoir, sentir, endurer, confronter, supporter, supporter. C'est aussi expérimenter, expériencer, expériencier, tester, vérifier, prouver, mais c'est surtout tenter, oser et risquer. L'idée de ce premier temps, c'est qu'il y a 3 personnes, donc Arnaud qui est là, Anna et Baptiste qui sont en visio, qui vont parler pendant 10-15 minutes sur leur rapport, leur relation à la recherche participative. Et puis, en fait, ce premier temps, il est là un peu comme un temps suspendu, dans le sens où on va essayer, même si c'est pas facile, de se poser des questions et de discuter ensemble sur ce qui aura été présenté aussi, mais sur qu'est-ce qu'on fout là, en fait. Voilà, donc je crois que c'est toi qui commences, Arnaud. Merci. Je choisis la chaise, je m'assois. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais préparer mon texte aussi. J'ai donc une dizaine de minutes, c'est ça? Ouais. Ah. Merci d'abord pour l'organisation de ce nouvel événement de la communauté de recherche, cette CAPLAB. Voilà, je crois que c'est la 3e ou 4e. Voilà, donc d'abord merci. Donc, moi, je suis Arnaud Béal, maître de conférence à l'école des psychologues praticiens à Lyon et membre de la démarche Cap Droit. Et donc, j'ai proposé une communication, là, suite à l'appel à communication, que j'ai intitulé Un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, où aller pour faire de la recherche. Alors, l'idée proposée par cette CAPLAB d'interroger le mouvement du pas de côté m'a interpellé, m'a parlé, au regard de mon expérience de recherche et notamment de mon engagement dans la démarche de recherche participative Cap Droit depuis 2017. Je me suis dit que j'avais dû faire un pas de côté en faisant de la recherche participative avec Cap Droit. J'avais dû me décaler, me démarquer, me déplacer vis-à-vis de certains savoirs académiques que j'avais acquis. Ce savoir académique qui a été mis à l'épreuve, interrogé en termes de savoir-faire, de savoir-être, impliquant des règles, des méthodes, une position sociale, une éthique. Je propose donc dans cette communication de faire un retour d'expérience en vous parlant des pas que j'ai faits en m'engageant dans le travail de recherche en sciences humaines et sociales, en sciences du comportement, et du pas de côté que j'ai dû faire, que j'ai fait en faisant de la recherche participative. Je propose de décrire cette expérience en faisant écho à des angoisses que j'ai pu ressentir, en faisant un peu référence à Devreux et son ouvrage sur l'angoisse, de l'angoisse à la méthode. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir à cette question du pas de côté dans la recherche participative, il m'est vite venu à l'esprit les pas que j'avais appris à faire en m'engageant dans la pratique de la recherche en sciences humaines et sociales. Je me suis engagé dans une pratique de recherche dans le champ de la psychologie sociale et plus particulièrement dans le champ d'étude des représentations sociales. Donc, je m'intéresse encore aux manières de penser dans la société en tant que contenu de représentation, en tant que processus aussi de représentation. Qu'est-ce qu'on pense et puis comment on pense.
et en utilisant donc des méthodes de recherche assez classiques en sciences humaines et sociales, plutôt qualitatives, comme les entretiens individuels, les focus group, l'observation directe, plus ou moins participante, mais aussi des questionnaires. J'ai donc appris à faire de la recherche, appris à faire ce qu'on appelle une enquête de terrain. Le terme terrain est intéressant pour caractériser cette histoire de pas, d'ailleurs, car on y marche sur un terrain. D'ailleurs, j'avais fait une recherche durant mon Master 1 sur les représentations de l'activité de faire du terrain. Je comparais dans ce travail la manière de penser le rapport au terrain chez des chercheurs et chez des politiques. Ils utilisent le terme aussi terrain. On prend qu'en politique, comme en sciences humaines et sociales, on se déplace vers, on va à la rencontre des autres, on observe, on écoute, on essaie de comprendre. On va au contact. On se déplace donc sur un terrain délimité dans le temps, dans l'espace, par une population. Et on se distingue aussi sur ce terrain. L'idée qui m'avait marqué, c'était l'idée de participer à, qu'on connaît notamment avec l'expression observation participante, et de s'acculturer, par exemple, définie par Laplantine, ou celle de rendre familier l'étrange, ou de rendre l'étrange familier, comme le définissent Beau et Weber dans leur livre sur l'enquête de terrain. Faire de la recherche, c'était donc faire un pas vers, en avant, créer un lien avec l'autre. C'était aussi garder de la distance ou en remettre, faire un pas en arrière pour mieux observer, analyser, interpréter. J'apprenais à faire ces deux pas, ces deux types de pas, un pas en avant pour me rapprocher, être au plus près, mais également un pas en arrière pour me distancier, rester distant. Ces pratiques dans lesquelles je me suis engagé, la manière de la pratiquer s'inscrit pour moi dans une manière de participer et de vivre dans la société. Cela répondait à une volonté de ne pas participer complètement à la société, dans le sens où je ne m'y reconnaissais pas tout à fait. Le pas de recul qui implique la recherche et les techniques de mise à distance pouvaient répondre à une volonté, un besoin de ne pas trop participer, de maîtriser ma participation. Mais cela répondait aussi à une crainte, une angoisse de déliaison, une crainte de m'extraire totalement de la société, dans une volonté donc de garder le lien. Angoisse que je nomme aujourd'hui angoisse de participation. Alors, avant de faire un pas de côté, j'ai fait d'abord un pas dans l'inconnu. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds en intégrant le projet de recherche Cap Droit. Mais je me reconnaissais dans deux choses minimales qui me permettaient de m'engager dans cette démarche. L'objet de recherche, d'abord, proche de mes intérêts sur la question des droits et des situations de vulnérabilité, dans le sillage de ce que j'avais étudié dans le cadre de ma thèse sur le non-recours aux droits des personnes en situation de précarité. C'était continuer donc à étudier le droit dans la vie et la vie du droit. Et puis, deuxièmement, ça faisait écho aussi à l'importance pour moi de valoriser, de prendre au sérieux, de légitimer et d'étudier les savoirs des personnes faisant l'expérience directe de situations de vulnérabilité et de restriction de droits. Mais découvrir la recherche participative, c'était faire face à un truc étrange par rapport au pas que je faisais habituellement. Pourquoi faire de la recherche avec des personnes non chercheuses? Comment faire de la recherche scientifique dans ce cadre-là? Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Il a donc fallu faire un pas de côté vis-à-vis des manières instituées de faire de la recherche que j'avais acquise dans les livres et dans la pratique, et qui me semblait juste avant, et pour accepter l'étrangeté de la recherche participative. Accepter que ce n'était plus le chercheur qui allait participer à un groupe social pour l'étudier, mais des personnes non chercheuses qui allaient participer à une recherche. Ce qui questionnait pour moi donc la question de la prise de distance et puis une notion de neutralité. Alors, si la recherche en sciences humaines classique a permis de canaliser certaines angoisses personnelles et répondre à un fonctionnement personnel, la participation à la recherche participative Cap Droit a fait émerger d'autres angoisses chez moi, parmi lesquelles l'incertitude due à l'ouverture nécessaire à la recherche participative, l'indifférenciation entre co-chercheurs ayant des statuts différents, et puis la non-maîtrise et la perte d'autonomie individuelle au profit d'un idéal de co-construction. Il me reste encore quelques minutes ou c'est bon? Allez, je dis, il me reste quelques minutes. Faire ce pas de côté, c'était donc faire avec ces vécus-là, de les accepter comme faisant partie d'un processus, mais qui, à mon avis, peuvent produire des formes d'insécurité,
pas toujours tenables psychologiquement et ou collectivement. Ces vécus d'angoisse ont pu être réduits par une appropriation personnelle du protocole de recherche, par exemple, par des formes d'appropriation aussi de certaines actions de recherche dans les groupes locaux Cap Droit auxquels j'ai pu participer, que d'autres chercheurs ont pu me laisser, co-chercheurs ont pu me laisser faire par crainte de mal faire ou manque de légitimité à faire ces actions, reproduisant donc des inégalités de savoir, ou par les liens et la confiance envers les autres co-chercheurs avec qui j'ai pu travailler. Pour permettre de faire ce pas de côté dans la recherche participative, il est nécessaire, je pense, d'insister sur la qualité des liens intersubjectifs et sur les dynamiques collectives via lesquelles elle se construit et de pouvoir penser ces liens et ces dynamiques individuelles et collectives, notamment en étant attentif aux enjeux de justice relationnelle et organisationnelle. Permettre de faire ce pas de côté, c'est aussi pouvoir réaffirmer pour moi les pas que je faisais avant, en réaffirmant l'importance de la distanciation, mais aussi réaffirmer quelque chose du côté de l'autonomie individuelle qu'on développe dans Cap Droit, face à la dynamique nécessaire collective, la dynamique collective. Et de réaffirmer aussi ces objets de recherche et ces ancrages théoriques et conceptuels. Enfin, ce qui rend encore possible de faire ce pas de côté est l'adhésion avec les enjeux, aux enjeux éthiques de cette manière de faire de la recherche et de les faire cohabiter avec les enjeux scientifiques. Autrement dit, faire vivre les droits humains dans la recherche en sciences humaines et sociales afin de réduire les angoisses et craintes dont la recherche participative est le nom, notamment l'exclusion, la non-participation, l'inégalité cognitive, épistémique, le risque de trahison, d'extraction des savoirs des autres. J'aimerais finir cette communication faisant écho à ce qu'avait proposé un collègue facilitateur-chercheur d'un groupe qu'on avait co-animé, un infirmier dans une ENPP, qui avait qualifié la recherche participative Cap Droit, en tout cas l'expérience qu'il en avait faite dans le groupe qu'on avait co-animé, à travers l'image biologique de l'homéostasie. La recherche participative en sciences humaines et sociales peut faire vaciller les homéostasies subjectives et collectives, voire institutionnelles. Et il est important de prendre en compte, je crois, les manières dont la co-recherche met à l'épreuve les organismes et leur autonomie propre, toujours en lien avec les autres, mais dans une dynamique à la fois transformatrice et régulatrice. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Alors, c'est quoi l'homéostasie? Ce que j'ai compris, c'est l'homéostasie, c'est la manière dont, après une dérégulation, on se re-régule. Notamment les cellules du corps humain, eh ben, elles ont une homéostasie, elles ont un équilibre. Et donc, voilà, des fois, elles peuvent être dérégulées et se re-réguler. Voilà. Mais je ne sais pas, peut-être que quelqu'un pourrait expliquer mieux que moi ce que c'est que l'homéostasie, mais c'est pas mal. Ouais, c'est bien les questions d'explicitation dans la recherche participative. Le retour à la normale, c'est le retour calme, à l'équilibre. La normale. On l'entend pour avoir une définition collective de l'homéostasie, hein, c'est pas ça. Alors, en ligne, il doit y avoir Baptiste, s'il est encore là. Oui, je suis là. Ah, ouais, super. On ne voit pas du coup. C'est pour ça. Mais je suis là, est-ce que tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu me vois? Voilà, après les angoisses de participation d'Arnaud, on passe à Baptiste qui, lui, je le laisse se présenter et expliquer son propos. Il le fera certainement mieux que moi. Allô tout le monde, merci Céline pour l'invitation. En fait, Céline m'a invité à parler de la notion de plurivers et j'espère que je ne vais pas être complètement à côté avec ce que je vais vous dire aujourd'hui.
pour distinguer trois conceptions, trois compréhensions possibles de ce que c'est le plurivers, une compréhension, on va dire, sociologique, une compréhension en termes de connaissance de savoir et une compréhension ontologique dans nos rapports au monde. Vous allez voir, je vais essayer de faire des liens, bien sûr, avec la recherche participative. Alors, en premier lieu, le plurivers, c'est d'abord pour beaucoup d'entre nous une expérience vécue. Moi, pour ma part, venant d'un milieu modeste, d'une petite ville de campagne, j'ai travaillé fort à m'approprier un certain nombre de codes sociaux, culturels dominants pour sortir de mon milieu et ce que je voyais à l'époque comme étant ouvrir des possibles. Et le cas des transfuges de classe, dans lequel je me reconnais partiellement, met en évidence des expériences qui sont associées à ces passages entre univers sociaux. Et s'il y a des univers sociaux, c'est bien qu'il y a, on va dire, à un certain niveau, un plurivers. Et passages sociaux qui sont associés à des efforts à déployer pour sortir de certains milieux, se faire accepter par d'autres, le sentiment de ne pas tout à fait être à sa place dans un univers donné, ou parfois des rapports ambigus à notre univers social d'origine. Et la sociologie montre bien les rapports, ou les ressorts, plutôt les mécanismes qui sont derrière la production de l'illusion d'un monde commun. Euh, on vivrait dans la société, dans un univers, on aurait un monde commun, mais c'est surtout vrai certainement pour les dominants, c'est-à-dire des personnes qui ont les moyens de passer d'un espace social à l'autre avec un certain nombre de privilèges. Et les dominants ont la particularité de vivre dans un monde qui épouse et véhicule leurs idées, par exemple la méritocratie, et leur offre les moyens d'agir. Peggy McIntosh, une féministe américaine, emploie la métaphore du sac à dos invisible pour désigner les privilèges inconscients qu'ont les personnes blanches, elle parle de white privilege, qui leur donne la capacité de passer d'un espace à l'autre sans ressentir les frontières que subissent des groupes ethniques ou des minorités racisées à leur détriment. Les personnes sans ces privilèges, et les ressources que ces privilèges procurent, se retrouvent à vivre dans certains univers plutôt que d'autres, par le biais d'une ségrégation sociale, spatiale, à l'échelle de villes, de régions, de pays, ou si on parle de l'échelle internationale. Donc, ce serait peut-être un premier sens on va dire de univers plurivers sur le sens sociologique. Mais parler de plurivers nous amène à un deuxième sens, celui, on va dire, de l'univers ou du plurivers des savoirs. Et en particulier, je me réfère ici à une tradition intellectuelle qui est celle de la pensée féministe noire. Ce sont des féministes noires universitaires qui, pour la plupart, venaient de milieux populaires, qui ont analysé le point de vue qu'elles appellent de l'outsider within, donc le fait d'être à la fois extérieur, mais d'être partie prenante ou d'être à l'intérieur d'eux, qu'elles associent au privilège, cette fois-ci pas au privilège social, mais au privilège épistémique. Le privilège épistémique, c'est quoi? Comment on peut le définir? C'est la connaissance de deux mondes, de deux réalités. Dans leur cas, c'est à la fois en tant que personne dominée, en tant que femme noire venant de milieux populaires pour la plupart d'entre elles, et dominante parce que ayant accédé à l'université et donc dans un milieu privilégié. Et donc leur thèse, ça va être que être à la marge de l'univers social dominant, des univers sociaux dominants, on pourrait dire qu'il y en a plusieurs, leur donne un avantage épistémique. Donc, c'est-à-dire que les minoritaires venant de l'extérieur de ce monde social dominant sont capables d'y voir des choses que les personnes qui ont toujours été ne voient pas. Leur rapport illustre le fait que la connaissance se produit depuis des lieux différents du social, dans et hors l'université. Un anthropologue indien dont j'apprécie les travaux et qui est un des théoriciens du terme de la justice cognitive, la justice en matière de reconnaissance de la diversité des régimes de savoir, Shiv Visvanathan, parle à propos de la société indienne de pluralité des régimes de savoir dans la société indienne. Mais je pense que c'est vrai de toute société est, est marquée par une pluralité de régimes de savoir. Et donc ici, l'univers ou l'universel, c'est quoi quand on parle de savoir? L'universel, c'est le règne d'un seul régime de savoir. On peut aussi parler parfois de monoculture des savoirs, c'est-à-dire du fait qu'il y a un seul type de savoir qui se perpétue. C'est la situation, peut-être plus concrètement, d'une institution, d'un groupe professionnel qui intègre ou réduit, digère une pluralité de savoirs pour produire du même, qui disqualifie d'autres savoirs, car ces savoirs ne répondent pas aux critères de valeur ou de rigueur des savoirs dominants, en l'occurrence des savoirs scientifiques ou professionnels. C'est le cas, me semble-t-il,
de plusieurs recherches participatives où se manifestent parfois des tensions. Et une partie de ces tensions est liée à la situation suivante. C'est que souvent, il y a un groupe qui appelle à sortir de cette perspective universelle de domination d'un seul régime de savoir, universitaire par exemple, et se met à parler de l'importance de reconnaître un pluralisme, une pluralité de savoir, de construire le monde, de construire nos connaissances à partir d'une diversité de savoir. Mais ce pluralisme et cette diversité des régimes de savoir, issus par exemple du vécu, de la mobilisation militante, sont parfois rabattus sur le régime de production des connaissances scientifiques, sur le régime de preuve dominant. Et donc là, il y a en quelque sorte, il y a une espèce de tromperie ou parfois de reconduite automatique des réflexes professionnels des universitaires qui font que ils font ce qu'ils ont appris à faire parfois à l'université. Et donc, ils ont tendance à dire, ben oui, bien sûr, ensemble, entre nous, on va travailler ensemble dans une diversité dans la reconnaissance d'une diversité de régimes de savoir, mais au final, ce qui est le juge ultime de cette diversité de savoir, ça va être les critères de rigueur et de validité des savoirs universitaires. Alors, ce serait quoi un régime pluraliste de savoir? Un régime pluraliste de savoir reconnaît la diversité des régimes de production des savoirs et leur irréductibilité l'un à l'autre. Donc, on ne peut pas rabattre un type de savoir et l'évaluer avec les critères qui servent à évaluer d'autres types de savoirs. Sinon, on fait juste le disqualifier ou le diminuer. Donc ça, c'était le deuxième sens. Et le troisième terme que je voulais troisième distinction que je voulais faire aujourd'hui, c'est le plurivers au sens ontologique, c'est-à-dire le plurivers de nos rapports à la nature, de nos rapports au monde. On vit aussi sur le plan de nos rapports au monde, parfois dans l'illusion d'un monde commun, c'est-à-dire qu'on a tendance à répliquer la manière dont on pense, dont on se rapporte au monde, aux autres. Mais le monde commun n'est pas un préalable, il est ce à quoi on parvient quand on ouvre un espace de partage de nos mondes. À une échelle plus familière, dans les espaces de participation, je constate parfois qu'on postule que le langage commun, ça doit être un élément qui doit nous rallier dès le départ. Et parfois, le langage commun, il est présenté comme un idéal. Mais dans mon analyse, le langage commun, surtout celui qui s'impose a priori dans les espaces de participation, c'est souvent le langage dominant, celui auquel on invite les autres participants à parler, à travers des formations, à travers un apprentissage des façons de parler, de gérer leurs émotions. Donc le plurivers ici, au sens ontologique, au sens de notre rapport au monde, il a été particulièrement travaillé dans les sociétés qui ont été colonisées, notamment sur le continent latino-américain, et il renvoie à une dimension impérialiste du capitalisme et à l'imposition d'une conception du rapport à la nature, une conception de soi aussi, à l'imposition de croyances, de savoirs, qui ont précisément été appelées universelles. Et c'est bien résumé par un slogan zapatiste qui dit un monde, le pluriversel, c'est un monde dans lequel cohabitent plusieurs mondes. Ces nouvelles voies contestent à la fois le modernisme et le traditionnalisme et concourent à la déconstruction de la plupart des dualismes qui nous entourent. Dualisme en termes, par exemple, humanité versus nature, et nous invite à sortir, par exemple, de l'idée de droit de l'homme pour aller vers l'idée de droit des êtres humains, puis plus loin, droit des êtres vivants, puis plus loin encore, droit des entités. Donc des conceptions beaucoup plus, effectivement, en fait, à prendre compte que les universels sont en fait très restrictifs par rapport à d'autres façons de qualifier le monde. Et tout ça, c'est alimenté par, si vous connaissez, je n'entrerai pas dans les détails puisque j'arrive à ma conclusion, par des courants comme l'Ubuntu, le Buen Vivir ou le Swaraj indien. Alors en conclusion, voilà, quand on parle de plurivers, on se réfère, me semble-t-il, possiblement à des définitions bien différentes. Mais je tenais en tout cas à reconnaître de manière centrale le contexte d'émergence de ce concept dans un contexte décolonial. Et il y a beaucoup de travaux qui entourent sa théorisation et ça me semble important de le poser. Le plurivers, c'est pas qu'un projet conceptuel, une ontologie. Ça ne doit pas rester juste un projet conceptuel. Ça doit aussi alimenter nos pratiques et la recherche de points de vue alternatifs et radicaux sur l'universel précisément. Pour moi, dans la pratique, il y a déjà des domaines, en tout cas de manière assez minoritaire, mais en santé mentale, j'ai déjà essayé dans un article qui s'appelle L'écologie des savoirs en santé mentale de décrire des contextes dans lesquels, me semble-t-il, on est dans des situations de plurivers. Peut-être quelques questions pour terminer. Le slogan zapatiste dont je vous ai parlé, un monde dans lequel cohabitent plusieurs mondes, peut-être comment le comprenez-vous?
Comment se présente la multiplicité des univers ou de ces mondes? Comment ils cohabitent dans vos vies ou dans vos projets, peut-être de recherche participative? Est-ce qu'ils cohabitent à certains des niveaux que j'ai pu nommer, social, en matière de savoir ou en matière de rapport au monde, d'ontologie? Quel est le régime universel dominant, peut-être implicite ou explicite, sous-jacent, même lorsqu'on prétend se situer dans un régime pluraliste? Et comment ces univers s'articulent-ils dans le plurivers? Est-ce qu'ils sont vécus sur le mode de l'exclusion, où l'appartenance à un univers exclut l'appartenance à un autre? Euh, sur la coexistence pacifique, conflictuelle, est-ce que ce sont des univers parallèles dans vos vies? Et s'ils sont parallèles, est-ce qu'il y a peut-être des trous noirs qui vous permettent de les faire se connecter? Euh, donc, et peut-être dans le cas des recherches participatives, c'est beaucoup de questions, mais peut-être vous en retiendrez une qui vous accroche. Dans quelle mesure les recherches participatives contribuent-elles à l'émergence de points de vue minoritaires sur le monde, c'est-à-dire à pluriversaliser le monde, ou au contraire à renforcer des visions dominantes, c'est-à-dire à renforcer des monocultures? Merci. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on Ah, t'entend. attends, moi j'ai un écran à partager du coup. Euh, Qui devrait être celui-là. Est-ce que vous recevez le partage? C'est bon? Yes. Ok, cool. Tout le monde m'entend, c'est super? Ouais, Ouais, trop bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas être là parmi vous. Je m'appelle Anna Balège et je viens pour finir la parité de la première table ronde. Euh, je vais essayer. Je suis quelqu'un qui parle vite. Je suis super contente que Baptiste soit passé avant moi parce qu'en fait, ça m'arrange beaucoup qu'il ait posé un certain nombre de définitions. Moi, je viens parler politique. Je viens parler politique et dans le sens où le politique, c'est l'arbitrage des conflits. Et comme la science, c'est produire des réponses à des questions, on se dit que la science et le politique, c'est des choses qui peuvent pas ne pas aller ensemble. Du coup, j'ai choisi d'appeler ma présentation Il y en a des biens parce que, bien évidemment, les savoirs universitaires, c'est comme les hommes, il n'y en a pas des biens. J'ai pas de lien d'intérêt particulier, j'ai pas d'intérêt financier. D'ailleurs, j'ai pas de financement, j'ai laissé mon PayPal au cas où il y a des gens qui ont trop d'argent. Pour situer un peu mon propos, moi, je suis de formation, je suis médecin psychiatre. Actuellement, je tiens à l'accent circonflexe. Je suis aussi sexologue. J'ai 7 ans de travail dans le service public dans le nord de la France. Actuellement, je suis en fin de doctorat de santé publique à l'université de Tours. Je suis aussi à la Cité française de santé publique, au comité de rédaction de la revue Santé publique. Pour l'aspect recherche, je suis aussi une personne non hétérosexuelle. Je suis aussi une personne trans. Je fais des collaborations avec des fédérations internationales. Et du coup, je porte un peu l'étiquette de personne concernée, personne chercheuse et professionnelle de terrain. Et donc, du coup, c'est un peu ce croisement d'étiquettes-là que je viens de discuter les questions des recherches participatives avec un postulat qui est très simple pour réfléchir, qui est de dire, moi, je pense que ça sert à rien. Voire même, je pense que ça dessert les communautés. Et partant de là, on va essayer d'y réfléchir un tout petit peu. J'ai détaillé un peu ça dans un papier que j'ai publié il n'y a pas longtemps, où c'est une sorte de mini auto-ethno sur du retour de quelques projets de recherche participatifs auxquels j'ai participé au niveau international et au niveau national, où je discute ces enjeux qui tournent autour de la production des savoirs, la production des connaissances, et où en fait on regarde le squelette est extrêmement politique. C'est-à-dire on va situer les connaissances qu'on produit dans des conditions politiques de production des savoirs, avec des objectifs qui sont des objectifs politiques de pourquoi est-ce qu'on produit des savoirs, avec des enjeux auxquels on fait face qui sont des enjeux politiques. Et donc, in fine, on peut se poser la question de l'intérêt du discours épistémique. Pourquoi est-ce qu'on parle de savoir? Pourquoi est-ce qu'on parle de tas de choses très belles et très abstraites, mais souvent qui ne sont pas dans la réalité du terrain? Parce qu'on se représente souvent l'université comme ça. On se représente l'université comme étant un endroit où il y a des gens qui passent leur vie à penser. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire que ces gens qui passent leur vie à penser, ils ont quand même certaines caractéristiques en commun. Notamment, c'est tous des mecs, parce qu'en fait, qui dans la société a du temps à réfléchir? Enfin, je veux dire, à part un garçon, personne. Là, j'ai fait exprès de mettre une image où on a rajouté les femmes de l'époque pour, pour la provoque, mais je veux dire, sur l'idée, c'est pas tout le monde qui a accès à l'université. Si on parle de la relation entre les communautés et les chercheurs et les chercheuses, on peut se poser la question de dire comment ça se fait qu'il n'y a pas des chercheurs et des chercheuses des communautés en question. Après tout, il n'y a pas de raison que sous prétexte qu'on soit taré, qu'on soit trans ou qu'on soit noir, on puisse pas être chercheur. En tout cas, c'est pas comme ça dans les statuts.
Du coup, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir ce que les chercheurs qui sont non noirs, non trans ou non machin ont à faire de nos sujets? Ils peuvent pas aller s'intéresser à leur sujet. Pourquoi c'est eux qui produisent la connaissance sur le monde entier? Et après, on va devoir travailler avec des professionnels de terrain. Alors du coup, bah forcément, j'ai mis Hippocrate qui refuse d'être acheté parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un médecin qui refusait d'être acheté? Je veux dire, on en a fait des peintures tellement c'est pas fréquent. Et donc du coup, on a ces espèces de relations en fait entre des gens qui produisent des savoirs très abstraits, des gens qui dédient leur vie à aider les autres et des pauvres communautés opprimées qui ont besoin d'être aidées. Et on se dit, c'est pas très crédible comme discours quand même. Du coup, je pense que c'est important quand on distingue, quand on réfléchit à ces choses-là, j'irai pas plus loin sur ce concept-là, mais je veux quand même le poser, de se dire qu'en fait, ces quatre mots-là sont pas des mots qui se superposent. C'est des mots qu'on utilise vachement facilement au quotidien de manière interchangeable, et y compris dans des discours scientifiques, et y compris dans des colloques, puisqu'on est là pour fabriquer du consensus, de se dire en fait, voilà, le savoir, la science, la recherche, l'université, tout ça, c'est des notions qui se font. En fait, non, tous les savoirs sont pas dans la science, et proviennent pas de la science. Toute la science n'est pas dans la recherche et provient pas de la recherche, et toute la recherche ne provient pas de l'université et du milieu académique. Et il y a une espèce de façon un peu simpliste de rendre tout ça équivalent qui sert quand même l'idée de se dire que quand on contrôle l'université, on contrôle le savoir. Et quand on contrôle le savoir, on contrôle la suite de la société. Moi, je travaille sur la santé trans. Ça, c'est une revue de littérature qui est sortie très récemment sur qu'est-ce que les chercheurs et les chercheuses cherchent en matière de santé trans. Donc, ils ont pris 20 mois de publication, ils ont pris les 328 papiers qui ont été publiés sur les 20 mois et ils ont regardé. Et ce qu'ils ont vu, c'est que 80% des données n'étaient pas issues des recherches participatives, que la majorité des recherches participatives, la participation, elle est utilisée pour le recrutement, pour aller chercher le terrain, pour avoir accès à un endroit où on n'a pas accès, que dans 6 autres pourcents des cas, on fait aussi appel à une expertise parce qu'on comprend tellement pas ce qu'on fait qu'on a besoin que les gens de terrain nous éclairent. Et dans seulement 4% des données scientifiques produites, les communautés sont correctement impliquées. C'est-à-dire, on se soucie de leurs enjeux et on se soucie de leurs moyens. Dans 4% de la production scientifique. Alors que c'est l'enjeu de 100% de la production scientifique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que sur 328 articles, il n'y en a aucun qui était communautaire. C'est-à-dire où on n'avait pas besoin d'avoir des tuteurs et des tutrices de l'université pour nous tenir la main et nous torcher les fesses. Et donc, du coup, on se dit, comment ça se fait que ce procédé de fabrique des savoirs, qui normalement ne ségrègue personne, produit non seulement des savoirs qui viennent que d'une partie très spécifique, mais qui sont complètement à côté de la plaque. Et donc, du coup, moi, j'illustre toujours ça de manière assez simple avec deux grosses références qui sont, il y a plein de nuances et c'est pour faire simple, mais trois grosses références, du coup, Michel Foucault, Donna Haraway et Street Fighter 2. Dans l'idée de se dire que c'est pas vraiment un combat, c'est des arts martiaux, on danse ensemble, mais c'est quand même deux façons différentes d'aborder la question. Donna Haraway, c'est beaucoup, et toute la science qui s'est construite dessus, c'est toujours cette idée de se dire comment on sait les choses. Et il y a en effet cet argument de se dire que plus on est proche de ce qu'on observe, plus on le sait, plus on le comprend, plus on le maîtrise. Et donc du coup, on va dire, on va aller bosser avec les communautés parce que les communautés sont proches de leur objet d'étude. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir des plus beaux savoirs. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça qu'est construite la recherche. La recherche, elle obéit à deux grands principes. Un, le pouvoir. Le savoir, c'est du pouvoir. Du coup, on cherche là où il y a des sous et on cherche là où il y a du pouvoir à gagner. Deux, on a un enjeu à l'intérieur de la recherche qui est que pour que notre cadre de recherche y fonctionne, il faut quand même qu'il tienne un peu la route. Et il faut être honnête, sur le dernier siècle et sur les deux derniers siècles, la recherche, ça n'a pas vraiment tenu la route, notamment la recherche en santé, la recherche en médecine, la recherche en sciences humaines et sociales. On a quand même globalement fabriqué des visions essentialistes de l'être humain qui ne marchent pas, construit la plupart de nos sociétés politiques dessus, et la recherche, elle a activement participé à l'eugénisme, à la stérilisation forcée, à l'extermination de masse. Et quand je dis ça, c'est pas moi, c'est la recherche qui le dit. La recherche, elle dit, les nazis n'auraient pas pu avoir l'impact qu'ils ont eu s'il n'y avait pas eu la psychiatrie derrière. Du coup, on va se dire, peut-être que la recherche, c'est pas si sympa que ça, et peut-être que nos gentils médecins et nos gentils chercheurs, ils produisent pas tant que ça des choses dans le but d'aider le commun. Du coup, on se bat aussi pour une question de normes. La question de faire de la recherche participative, c'est aussi la question d'introduire des normes. Les normes des droits humains, là j'ai mis la Convention relative aux droits des personnes handicapées sur l'écran, mais les droits humains, ou maintenant avec les concepts comme, des concepts comme One Health, la question de la santé environnementale, les droits environnementaux, élargir cette conceptualisation à quelque chose de plus en plus systémique, loin de quelque chose d'essentialiste. Et ça, c'est un débat qu'on a besoin en recherche. Et donc, on produit aussi de la donnée pour se battre entre chercheurs parce qu'on a un besoin de crédibilité sociale. Et c'est là où j'en arrive à mon deuxième protagoniste, Michel Foucault, et les gens qui ont travaillé derrière, qui se sont beaucoup intéressés sur pourquoi est-ce qu'on le dit quand on sait un truc. Parce que si savoir quelque chose, ça donne du pouvoir, bah, intuitivement, on va se dire, on va pas le dire.
parce que sinon on perd du pouvoir. Et en fait, on a quand même réussi à créer des systèmes qui font que quand on dit les choses, quand on dit les savoirs, quand on contrôle qui dit quoi, on gagne du pouvoir. On gagne du pouvoir parce que nos discours, ils sont construits dans des contextes. Moi, je fais beaucoup référence au travail de Norman Fairclough, qui est linguiste et qui a beaucoup travaillé sur l'analyse critique de discours et qui explique comment on peut construire et interpréter un discours et comment est-ce que ça fabrique des relations de pouvoir. On a aussi d'autres types de recherches qui vont travailler sur l'invisibilisation en santé. Là, j'ai mis l'injustice épistémique avec Miranda Fricker parce que je suis trans et donc du coup, ça a été vachement construit avec ma communauté. Mais il y a cette idée de se dire qu'en fait, on contrôle pas vraiment la production de savoir quand on fait de la recherche. On contrôle l'accès à un discours. Et un discours, ça sert jamais qu'un objectif politique. Ça sert à convaincre les autres du groupe autour de soi. Du coup, la question des recherches participatives, pour moi, c'est cette question-là, c'est de se dire comment ça se fait qu'encore maintenant, on laisse les groupes oppressifs écrire les savoirs sur les groupes opprimés. Pourquoi est-ce que les groupes opprimés bosseraient avec ces gens de la fac qui comprennent rien à nos vies et en plus de ça, ont le luxe de pouvoir se poser des questions alors que nous, on a déjà la dure tâche de vivre au quotidien et que c'est déjà pas si facile que ça. Il y a des choses qui ont été produites, et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose d'intéressant de comprendre. C'est mon avant-dernier point pour le timing. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant de comprendre que la production de savoir alternatif et la production de savoir communautaire, elle s'accompagne pas forcément d'une modification profonde des modalités de la science, voire même. On peut argumenter que les communautés et les personnes concernées produisent des savoirs qui, dans les critères dominants, y répondent davantage. Ça veut dire, en fait, on fait de la meilleure science d'après les critères dominants. Et ça, c'est notamment ce qu'ont réussi à montrer, je trouve, les survival research. Et c'est donc deux bouquins vachement intéressants que je recommande vraiment la lecture à tout le monde, justement, sur cette idée de se dire que comment est-ce que même en suivant les critères dominants, on arrive à gagner. C'est aussi l'argument que développe Preciado sur les questions d'évolution de genre. Et moi, j'encourage tout le monde à lire ce bouquin qui a un discours devant une assemblée de psychanalystes. Et c'est quand même, enfin, c'est intéressant. Même qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est intéressant. Il est en lecture audio sur YouTube. J'ai mis le QR code s'il y a des gens qui ça intéresse. C'est pas très long, c'est un discours. Mais ça vaut le coup. Moi-même, avec une amie, on avait travaillé sur ces questions-là, de se dire comment est-ce que les enjeux politiques participent à la reconstruction des classifications. Moi, j'ai travaillé sur la 11e révision de la classification internationale des maladies pour quelques diagnostics. Et dans le cadre de ces recherches, on était vraiment confronté à cet enjeu politique. Et en fait, de toute façon, les savoirs qu'on allait produire, ils allaient jamais être que ce qu'on avait décidé à l'avance que ça allait être. Et la question de la participation, c'est une question d'esthétique. C'est beaucoup plus joli si on produit des savoirs avec des gens de terrain. Mais en fait, on s'en fout parce qu'on sait déjà ce qu'on va écrire. Et c'est le problème, on va pas leur laisser complètement les manettes parce que sinon, ils risquent d'écrire autre chose. Et ça pose la question centrale qui est de dire en fait pourquoi est-ce qu'on produit un discours scientifique? On ne produit pas un discours scientifique parce qu'on étiquette des papillons et qu'on a envie de ranger tous les papillons qu'il y a sur la planète. De toute façon, ils meurent plus vite qu'on les range. Enfin, on les tue plus vite qu'on les range, pour être plus précis. La question de produire un discours scientifique, c'est la question de produire un impact politique. On est là pour faire du changement social. On est là pour transformer le vivre ensemble parce que le vivre ensemble n'est pas satisfaisant. Et il faut être honnête, si jamais vous ne le voyez pas sur votre écran, c'est cette idée de se dire, c'est notre président du coup français qui nous dit qu'il a emmerdé les non-vaccinés de manière affectueuse. Et moi, je suis actrice de santé publique, je suis chercheuse en santé publique. Ce que le domaine de la santé publique a appris de la gestion de la pandémie de Covid par les institutions de pouvoir, c'est que globalement, tout ce qu'on produit en santé publique depuis 70 ans n'est pas lu et tout le monde s'en fout. Et donc, du coup, si tout ce qu'on produit est pas lu et que tout le monde s'en fout, pourquoi est-ce qu'on l'écrit? Et pourquoi est-ce qu'on va aller chercher des gens qui ont des vies compliquées, aller les faire se mobiliser, aller leur demander de leur temps, de leur énergie, pas forcément bien indemnisés et pas forcément bien engagés, pour aller produire des savoirs que de toute façon personne ne lit? C'est pour ça que dans l'article que je citais en introduction, j'avais posé cette idée de se dire, en fait, là, les recherches participatives, ça fait plus de 50 ans qu'on argumente qu'il y a des choses du côté des savoirs expérientiels. Thomasina Borkman, c'est dans les années 70 qu'elle était allée dans les groupes de survivants de psychiatrie pour aller dire, regardez, ces gens, ils ont des trucs vachement intéressants à dire. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à s'en occuper. C'est pas l'évolution des sciences. C'est cool de faire des recherches participatives parce que ça fait gagner des points politiques. Et donc, si ça fait gagner des points politiques, le jeu, c'est de dire, bah, écoute, vous savez quoi? L'agenda politique, c'est les communautés qui doivent le fixer. C'est elles qui doivent toucher les points du jeu. C'est la logique quand même. Sinon, c'est de la triche. On remplace juste qui nous opprime et on est juste en train de demander des cacahuètes dans la prison. Du coup, pour moi, l'enjeu des recherches participatives, c'est pas tant de prouver la supériorité de nos nouvelles approches que de faire face à l'incapacité des structures en place à pouvoir faire ne serait-ce que leur travail d'après leurs propres critères. Et je termine sur ce point-là avec mon ami de toujours, qui est la Haute Autorité de Santé.
puisque je suis une personne trans, que c'est une catastrophe notre situation en France, et qu'on a confié à la Haute Autorité de Santé de révolutionner et régler le problème. La Haute Autorité de Santé, dont l'intégralité du travail sur les questions LGBT se résume à ces 3 documents que vous voyez à l'écran, qui sont un rapport catastrophique qui a été une risée internationale, une note de cadrage qui n'est tellement pas bonne qu'il y a de quoi publier dessus, et un état des lieux de santé publique sur les facteurs de risque des personnes qui font du travail du sexe. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que les personnes qui font du travail du sexe sont dans la rubrique LGBT de la HAS, c'est pas parce qu'il y a un volet LGBT, parce qu'en 154 pages, ils n'ont pas réussi à poser le sigle. Par contre, c'est parce que on parle de personnes trans plus d'une fois par page, dans une grande façon de catégoriser l'être humain en 3 genres, les femmes, les hommes et les trans. Parce que c'est évident que l'expérience d'une personne trans travailleuse du sexe, elle est identique que ce soit une femme trans, un homme trans. Et tout ça, on s'en fout. Et donc, du coup, quand on a des instances de gouvernance qui sont à ce point incompétentes, d'après leurs propres critères, à fabriquer des documents, à fabriquer des trucs, enfin, je veux dire, les notes de la HAS, c'est quand même des erreurs de référence, c'est un niveau quand même zéro. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi est-ce qu'en fait on n'est pas juste dans la rue? Moi là je suis sur quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui, je sais que c'est un lieu commun de le dire, mais j'ai un micro, j'ai une caméra et je sais pas comment faire pour rappeler à autre chose que juste mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire, sortez dans la rue, mettez le feu à tout, la planète est en train de brûler, le peu de démocratie qu'on avait sont en train de s'écrouler, les inégalités sociales se creusent d'une manière gigantesque et c'est inarrêtable et on est en train de discuter sur la supériorité épistémique de demander de laisser les gens décider de leur vie. Le droit des peuples à décider de leur destin, c'est un truc sur lequel on s'est quand même mis d'accord depuis un moment. Du coup, pour terminer, parce que je crois que j'ai un tout petit peu, je dois avoir dépassé mon temps, moi aussi je vais citer les féministes afro-américaines. Juste le titre, parce que je ne vais pas vous demander de lire un livre, mais juste le titre de ce bouquin d'Audre Lorde, qui est tout petit en plus, mais qui est juste de dire, en fait, les outils du maître démontreront jamais la maison du maître. Et en fait, si votre maître oppresseur, il vient vous voir en vous disant qu'il a une nouvelle façon pour rendre votre vie plus confortable, c'est sûrement pas pour vous sortir de l'oppression. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, Anna. Je voulais dire que on a fait des photocopies d'un texte d'Audre Lorde qui aborde ce sujet. Donc voilà, je fais juste une petite passerelle comme ça entre les mondes. Je voulais vous remercier tous les trois. Voilà, moi, ça me galvanise en fait, parce que c'est des discours qu'on n'entend pas forcément, justement, dans les colloques participatifs sur la recherche participative, et que cette polyphonie-là et que cette prise de parole, mais pas que, elle fait du bien et je crois qu'elle permet de, enfin je me leurre un peu, mais je vais le dire quand même démagogiquement, qu'elle va peut-être nous permettre aujourd'hui d'un peu discuter sur ce qu'on a entendu, peut-être de répondre à des questions d'explicitation, d'autres questions, mais qu'on prenne ce temps-là voilà, pour se poser des questions justement sur la recherche participative, sur ce que c'est que la participation et sur pourquoi on est venu ici en fait aujourd'hui. Moi, je suis venue pour pouvoir placer Arnaud, Baptiste et Anna dans ce colloque, je le dis direct. C'est mon gros kiff. En plus, j'ai passé Franck Lepage. Au dernier colloque, j'avais placé Kazé, donc je suis très fière aussi. Voilà, c'est pour faire entendre des paroles que l'on n'entend pas toujours forcément et qui ne portent pas forcément le discours dominant. Alors, je ne sais pas comment on fait pour continuer là ensemble. Est-ce que vous avez des questions à poser aux différents intervenants, intervenantes? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Voilà. Et je vois qu'il y avait des mains qui se levaient, je crois. Il y a Monsieur Utile et Monsieur Chaléard, pardon. Non, mais je vais faire. Non, parce que du coup, sinon les gens en visio, ils vont pas. Comme tu veux. Merci, c'est gentil. Attendez. J'entends rien. Merci. Je voulais simplement avoir une définition. J'entends rien. Simplement, ça va peut-être pas être Fais. très simple.
de la notion d'injustice épistémique, et si possible avec un exemple concret. Merci. Alors, je peux répondre. Miranda Fricker, elle a écrit sur les injustices épistémiques, il y en a plein, ça a été théorisé à mort. Elle prend l'exemple des femmes qui ont été abusées sexuellement dans le cadre de leur travail. Et en fait, quand elles se sont plaintes, et quand elles ont dit, et quand elles ont été portées plainte, on ne les a pas entendues, ni écoutées, parce que ce n'était pas construit épistémiquement. Voilà, ça c'est la base du truc. Et après, c'est de dire que selon d'où on parle, on ne crée pas forcément des savoirs et les savoirs ne sont pas reconnus comme tels. Voilà, après, c'est bien les questions de définition, c'est bien de s'intéresser aux injustices épistémiques. Je pense que c'est très très important. Voilà, et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui définissent pour elles, pour elles, ce que sont les injustices épistémiques. Ça, voilà. Est-ce que je réponds à ta question, Jean? Ok. Voilà, moi je suis une personne bien stress aussi, donc des fois je peux être un peu cash, mais j'aimerais bien. Aurélie, ouais. Moi, j'ai une question par rapport peut-être pour Baptiste, par rapport à la notion de pluriversel. Et comme on est dans le cadre droit, là, je me posais un peu la question du droit, en fait, parce qu'on parle beaucoup du droit, et le droit fait partie de ces notions peut-être universelles. Comment est-ce qu'on peut imaginer le droit là-dedans? Est-ce que ça veut dire que les personnes n'auraient pas les mêmes droits? Parce que dans le pluriversel, moi, ça fait écho un peu à ma pratique dans l'équipe de rue, où effectivement, les gens qui sont dans la rue, ils vivent une réalité complètement différente dont les gens qui vivent dans le même espace n'ont pas du tout conscience, pas les mêmes transactions, pas les mêmes modalités, pas les mêmes lieux. Et vraiment, ça résonne beaucoup avec cette histoire de pluriversel. Et du coup, justement, revenir au droit, il y a quelque chose d'un peu universel, c'est aussi poser cette question de comment ça se fait qu'on tolère aujourd'hui que des gens vivent dans la rue, ces injustices-là. Et est-ce que dans cette histoire de pluriversel, il n'y a pas une acceptation peut-être de l'injustice? Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Et après, sinon, je veux bien aller mettre le feu aussi avec Anna. Merci. Est-ce qu'on prend d'autres questions comme ça? Peut-être on sera plusieurs à pouvoir répondre ou est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Ouais, il y en a plein. Eric, Nicolas, Florian. Vas-y, Jacques. Oh, plusieurs questions. Ah non, c'est pour savoir si si c'était possible d'investir au Wikipédia pour qu'il y ait plus de voix dans cette encyclopédie libre et mondiale, si ça valait le coup de plus s'investir dedans parce qu'elle est surreprésentée par certaines personnes. Voilà. Si ça pouvait être bien pour le commun. Voilà. Donc c'est aussi une question, enfin deux questions à Baptiste. Alors, déjà, je voudrais te remercier parce que ça a été un florilège de connexions en t'écoutant. Donc c'est à la fois complexe et, enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais tellement parlant, tellement accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément, je dirais, le langage, je ne sais pas comment le caractériser pour pas me faire huer, mais on va dire chercheur, scientifique ou je ne sais pas quoi. Alors j'ai deux questions. La première question, c'est que en fait, j'ai découvert il y a quelques années l'Open Dialogue, j'ai vécu un an de formation avec Yaku Seikula, l'équipe enfin, sud-américaine et tout, et j'ai le sentiment d'accéder à ce que tu as décrit tout à l'heure par rapport à créer, alors je ne le dirai pas aussi bien que toi, mais à créer finalement ce qui est universel, enfin, l'universalité n'existe pas, mais s'il y a quelque chose qui est à la croisée des mondes, hein, je vais le dire comme ça, c'est quand on partage justement la pluralité des savoirs, on crée un espace et peut-être un temps aussi pour ça.
Donc, est-ce que ça fait écho pour toi de dire que dans Open Dialogue, il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là? Et puis la deuxième question, c'est que en fait, j'ai eu plusieurs expériences communautaires où je me sentais ni dans l'un ni dans l'autre, ni dans les deux. Enfin, j'étais un peu complètement des signes. Là, récemment, je viens de passer un séjour assez long à La Réunion et pour la troisième fois, j'ai compris ce que ça voulait dire qu'elles oreilles. Je n'avais pas compris le fois avant. Alors que j'étais qu'avec des Réunionnais. Donc, est-ce que quand on est interprète, voilà, est-ce que être interprète, enfin, qu'est-ce que la question d'interprète vient faire dans ce discours-là et surtout, je ne suis pas peut-être d'avoir bien compris, mais ça aussi, ça a fait titre, c'est ce que tu as appelé outsider within, là, le privilège épistémique. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette posture un peu de celui voilà, qui interprète parce qu'il est ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans les deux, et il y a une case qui bouge, quoi. Moi, j'ai une remarque et une question. Déjà, je pense que vite fait se présenter. Moi, c'est Florian, auto-représentant dans la santé mentale et les maladies d'orpheline. J'arrête là-dessus, sinon je suis parti pour une heure. Déjà, je pense que on est là, on est d'abord humain, les faits, on est homme avec un H, et l'homme, les faits, elle recherche en permanence des solutions et des actions. Et aujourd'hui, on est là pour montrer que le âge de handicap ou de différence n'est pas une faiblesse, mais une force, et que cette force, si on la mixe avec nos têtes chercheuses qui ont fait des études, mais qui commencent à s'ouvrir à la parole de la personne concernée ou de ses proches, on avance. Et moi, aujourd'hui, dans mon cas, j'ai eu la chance de faire de la recherche aussi bien à RHU, recherche hospitalière universitaire, que de la recherche comme on fait avec Cap Droit, sciences humaines et sociales, où la force est de donner la parole à la personne avec un grand L, la personne concernée, parce que c'est la seule personne qui peut faire avancer le travail et une étude concernée et on doit tout faire avancer. Et moi, Andrea, ou peut-être écorché le mot, ça dit on a longtemps fait le feu pour faire avancer. Il y a une profession qui met le feu depuis 30 ans, mais qui fait que de reculer, c'est l'agriculture. Mettons en preuve, mais avec les mots et les actes, mais pas avec le feu. Ta question, Florian, Elle est là. c'était pas une question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Baptiste, il y a pas mal de questions qui te sont posées. Voilà, sur la question du droit dans le pluriel, la question de l'open dialogue, la question de l'interprétariat et du plurivel. Voilà. Après, pour répondre sur l'outsider, c'est celui qui a vécu des choses et qui se retrouve à l'intérieur d'un autre monde. Enfin, voilà, c'est pas tout à fait la question de médiation ni d'interprétation, en tout cas comme moi je l'entends. Et du coup, je réponds à la place de celui à qui on pose les questions. Peut-être juste signaler, je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde à distance, mais quand tu utilises Céline le micro, on entend bien, mais quand c'est l'autre micro, on entend très étouffé. Donc si c'est le cas pour les autres personnes dans la salle, peut-être le signaler aussi. Dans la salle virtuelle, je parle. Oui, puis j'invite, enfin, en tout cas, pour moi, c'est des questions là, dont on peut toutes et tous se saisir. D'autant que là, j'ai vraiment besoin que vous veniez à mon aide pour la question du droit. Je pense que le concept de pluriversel a précisément été forgé dans des sociétés dans lesquelles il y avait des régimes de droit différents. Et c'est le cas des régimes coloniaux où les locaux étaient des mineurs au sens de la loi. Si je prends le Canada, la loi sur les Indiens, ça s'appelle encore comme ça, elle donne un statut d'enfant au regard de la loi, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que les personnes dans les réserves ne peuvent pas faire, que les autres citoyens peuvent faire. Et donc, le pluriversel, du point de vue des régimes de droit, c'est pas nécessairement positif, c'est-à-dire qu'il y a
peut y avoir des micro-régimes de droit qui s'appliquent de manière très perverse à certaines communautés plutôt qu'à d'autres. Et donc à ce moment-là, ce qui était revendiqué, c'était de l'universel. Et c'est-à-dire au sens Et donc je pense qu'il faut, enfin il y a des relations complexes entre l'universel et le pluriversel en droit, sur lesquelles je suis vraiment pas du tout spécialiste. Mais peut-être, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu des revendications de régimes juridiques particuliers. Puis là, je pense à un cas particulier qui est loin du champ du handicap, mais à celui de la dépendance, qui est celui des salles de consommation supervisées, où au niveau de Santé Canada, il y a eu une exemption dans le droit pour pouvoir cueillir des espaces où des personnes peuvent s'injecter des drogues qui normalement seraient criminalisées dans d'autres espaces. Donc je pense que cette question de la pluralité des régimes juridiques ou des pluralités des régimes de droit est profondément, en tout cas, liée et pertinente à étudier sous l'angle universel, pluriversel. Et puis peut-être sur la question du dialogue, de l'interprétariat, oui, je pense que qui dit plusieurs univers ou qui dit plurivers dit passeur, passeuse, interprète, avec toujours cette ambiguïté que quand on fait passer, on retient aussi, on traduit, on transforme, on trahit. Et donc la question je pense, de la communication entre des mondes est vraiment quelque chose sur lequel on doit mettre l'accent. Puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le langage commun, jusqu'où on va dans la polyphonie, à quel point on a besoin de termes communs. Peut-être que les termes communs sont à l'issue du processus plutôt que sont en amont du processus. Pour moi, ça pose cette question-là de l'interprétariat, la question de la polyphonie. Et jusqu'à quel point, je pense Anna le disait aussi dans les articles scientifiques, dans la science, jusqu'à quel point on voit cette polyphonie y compris quand on appelle ça recherche participative. Non, parce qu'on est on est dans un processus qui élimine précisément, qui gomme la diversité des voix au profit souvent d'une voix, que ce soit par des façons d'écrire, des façons de parler, des régimes émotionnels. Donc, je pense que, voilà, peut-être c'est ce que je pourrais apporter pour ces deux éléments-là. Pour reprendre la question de Florian sur la culture, sinon je vais me faire la tête. Euh, voilà, il y a des termes interculturels, transculturels, enfin, il y a pas mal de notions que moi je conceptualise pas assez. Euh, voilà, il y aurait une culture universelle, Florian, c'est ça que tu as voulu dire? Pour être sympa, pour te lâcher. J'ai eu mal, j'ai pris le revers et le coup de revers en même temps. En fait, mon idée, c'est de me dire, on utilise les mots culture. Mais culture, euh, c'est tellement générique. La culture est une manière de fonctionner. Aujourd'hui, on cultive un savoir, on cultive des manières d'être. Et aujourd'hui, j'ai découvert ça. Il y a peut-être des gens qui travaillent là-dessus, la refonte des droits culturels. Souvent, quand on parle culture, on parle d'un lieu comme on est là. C'est pas le cas de la culture, c'est nous, chez vous, chez eux et chez comment tout le monde, euh, comment tout le monde gravite et apprend à graviter et à évoluer grâce à l'autre dans les écosystèmes. Et aujourd'hui, grâce à la recherche participative dans la science, on est tous citoyens, citoyennes ou en termes génériques, pour pas faire de sexisme, si je sais pas comment on pourrait le dire, mais tous humains et tous capables. Merci de me rendre le micro. Céline, est-ce que j'ai Ouais, l'occasion, ouais, sur la question des ah droits, oui, comme Baptiste a appelé à l'aide et que bah, c'est le jeu, je je répondrai différemment, mais je pense que ça va se compléter. Il y a cette idée de se dire que quand on va produire du savoir, on a besoin d'avoir un référentiel normatif. Ça veut dire on a besoin d'avoir quelque part une norme sur ce qu'il faut faire, sur ce qui est OK, ce qui est pas OK, il y a besoin d'avoir un cadre. Parce que si on n'a pas de cadre, on peut rentrer dans un relativisme gigantesque en disant, bah, en fait, sur le principe, tout est OK parce que tout est défendable. Les vieux Grecs, ils faisaient beaucoup ça et ils essayaient de se prolonger en ataraxia comme ça parce avant d'être un médicament sédatif, c'était un concept de philosophie et ils se maintenaient comme ça dans cette idée de suspension des pensées en se disant, bah, de toute façon, tout est équivalent et il y a toujours une relativisme. Donc, en fait, pour faire face à ça, qui est quand même quelque chose
qui crie le privilège social, parce qu'il faut pouvoir avoir le privilège de se rester en se disant que tout est relatif. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'arrêter en contemplant les pommes et le ciel. Donc du coup, face à ça, il y a une question de se dire, ok, il faut quand même pragmatiquement prendre des décisions. Même si tout est relatif, il faut qu'on avance. Et pour avancer, il faut avoir des normes. Parce que la plupart des approches, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle les approches immanentes, elles font une comparaison par rapport à une norme. Comment on évalue qu'un médicament marche? Parce qu'on a des normes de qu'est-ce qu'on considère que c'est marcher. Et donc du coup, il y a beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on fabrique les normes. Les droits humains, ça a été une proposition à la suite de la Seconde Guerre mondiale et notamment à la suite de l'extermination systématique d'un certain nombre de minorités, notamment la minorité juive. À la suite de ça, on a dit, on va faire un référentiel normatif partagé qui sera, qu'on va penser comme étant transculturel. Pas dans l'absolu de l'humanité, mais à cet instant-là de l'humanité, à partir de 1946, on a dit, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez dans votre façon de conceptualiser le monde, mais vous devez respecter cette base normative-là. Et c'est ça qui a transformé fondamentalement le truc, c'est de se dire, en fait, cette base normative, elle est venue percuter tous nos systèmes et rien n'était construit sur les droits humains. Dans les droits humains, la capacité juridique, c'est quelque chose qui est protégé. Dans nos sociétés à nous, la capacité juridique, c'est quelque chose qui est enlevé. Baptiste parlait de comment est-ce qu'on traitait juridiquement certains types de populations comme des enfants. En France, dans la loi, les personnes qui sont étiquetées psychiatriques, elles sont traitées comme des enfants et elles sont privées de leurs droits pour une partie de l'exercice. Et donc, du coup, l'intérêt des droits humains, c'est proposer un référentiel normatif qu'on puisse appliquer dans un maximum de cas. Et quand quand ça percute, par exemple la corrida, par exemple l'excision, eh ben, on va dire comment est-ce qu'on hiérarchise le côté traditionnel, culturel, local, machin, etc., et le côté normatif de ce qu'on veut en tant qu'humanité. Et c'est une prise de décision politique. Les droits humains, c'est une décision politique. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage. Il n'y a pas derrière un rationnel en disant c'est normal de faire ça. On a décidé de faire ça. Et donc, du coup, les droits humains, c'est pas quelque chose qui est universaliste dans le sens de la pensée universaliste à la française. Quand en 1791, la France a dit il n'y a plus de famille, il n'y a plus de rien, il n'y a plus rien entre la personne et l'État, et tout ce que vous mettez comme groupe entre les deux en termes de communauté, c'est une attaque à l'État. C'est pas cet universalisme-là, les droits humains. Les droits humains, c'est un universalisme que tu peux résumer de manière simple en disant tu peux faire un peu ce que tu veux, mais au minimum, tu respectes ça. Tu peux opprimer ton peuple, mais au minimum, tu respectes ça. Et c'est ça la base des droits humains. Et donc, quand on dit on utilise les droits humains comme référentiel normatif en sciences, ce qu'on dit, c'est on veut produire du savoir scientifique qui va dans cette orientation politique-là, qui est de dire on pense que chaque être humain sur Terre, voire même chaque être vivant sur Terre, a des droits fondamentaux inaliénables sur lesquels on ne peut pas marcher. Même en sciences, même pour produire du savoir. C'est ça que ça veut dire les droits humains. Et donc voilà, moi je pense que c'est pas quelque chose qui s'oppose à la question de plurivers, c'est juste qu'il la borne et qui dit vous pouvez avoir la multiplicité d'expériences de vie que vous voulez du moment que vous avez ce socle partagé. Et je pense pas que ça soit une difficulté parce qu'on peut l'anticiper en se disant ah c'est écrasant, c'est vrai que c'est colonial les droits humains et c'est vrai que c'est très occidental les droits humains. D'un autre côté, la quasi-totalité des mouvements militants au monde se sont alignés sur les droits humains, que ce soit les mouvements des personnes racisées, de couleur, victimes de xénophobie, etc., les minorités de genre, les minorités sexuelles, les personnes psychiatrisées, la Mad Pride, c'est construit sur les droits humains. Donc c'est un référentiel normatif qui a un pansement intellectuel sur quelque chose qui est que, en fait, on n'a pas mieux, comme la plupart des modèles qu'on utilise. Et je pense qu'il faut le voir comme ça d'un point de vue scientifique. Pas comme ça d'un point de vue politique ou d'un point de vue être humain, mais d'un point de vue scientifique, c'est un critère de référence qu'on est obligé de respecter parce qu'on n'a pas mieux. Voilà, je me répète, j'arrête. Ok, merci. Non, moi, ça connecte pas mal avec la question du relativisme, de l'universalisme et des droits humains. Ouais, ça me permet d'avancer un peu là-dessus. Est-ce que dans le chat, il y a des questions? Je sais qu'il y a Juliana qui est là. Vous voulez lui faire un coucou du Brésil. Oui, il y a une question ici. Vous m'entendrez? Oui. Est-ce que les minorités dominées ou soumises, souvent dans la précarité psychosociale, créent et produisent des savoirs expérientiels? C'est affreusement compliqué. C'est OK? Vraiment compliqué. Excuse-moi, en fait, je crois qu'il y a André Mitton qui parle en même temps. Et en plus, on n'a pas bien compris la question. Je peux te faire répéter. Hélène, vous pouvez aussi lire la question, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire la question, s'il vous plaît? Hélène. Ouais. Merci. Du coup, je peux pas. Ouais.
C'est est-ce que les minorités dominées ou soumises, souvent dans la précarité psychosociale, créent et produisent des savoirs expérientiels? Ce nouveau langage épistémologique peut-il être partagé entre les deux classes socio-économiques et culturelles avec un tout le monde, un savoir hybride, peut-être pour le partage du commun et le vivre ensemble, un droit émancipateur des savoirs pluriels pour l'interrogation? À qui est posée cette question? Parce que moi, honnêtement, je ne vais pas pouvoir répondre. Ouais, je suis désolée. Je me trouve un peu gênée. Je ne comprends pas bien la question. Elle est trop complexe pour moi. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou dans le chat qui peuvent répondre? En tout cas, pas moi. Je vais tenter, voir si j'ai compris. Si Vas-y, j'ai hein. bien compris la question c'est de dire maintenant qu'on a au minimum 2 fils de production de savoir, est-ce que la finalité c'est que ces 2 fils fusionnent pour donner un savoir hybride qui sera tissé ensemble, ou qu'est-ce qu'on fait de nos fils parallèles? J'imagine que c'est un peu ça la question, de se dire voilà, on a des classes minoritaires qui, malgré l'oppression, malgré la précarité, arrivent à fabriquer des savoirs. Et ça, je sais pas. Je sais pas honnêtement si la finalité c'est la prise en compte des savoirs et la construction d'un savoir commun, si c'est l'existence de savoirs parallèles. Je pense que ça, c'est pas une question épistémique pour moi, dans le sens, c'est pas une question qui concerne la recherche, c'est une question politique. De se dire, en fait, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Parce qu'il y a toujours du commun. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis trans. Et je suis aussi de santé publique, et en santé publique, on définit les communautés comme étant des groupes d'êtres humains qui partagent un enjeu. Du coup, on va dire, il y a la communauté des personnes trans parce qu'on partage un enjeu. Mais à l'intérieur de la communauté des personnes trans, il y a beaucoup de communautés différentes. La communauté des personnes trans binaires, la communauté transféminine, la communauté transmasculine, communauté non binaire, la communauté à genre, c'est des enjeux, c'est des concepts qui sont différents. En fait, ils sont groupés ensemble uniquement parce qu'il y a une partie commune d'oppression. Donc, quand tu fabriques un savoir, tu fabriques toujours un savoir avec des gens qui fondamentalement sont un groupe différent. C'est-à-dire, si tu dézoomes, il y a toujours, enfin, sauf si tu descends vraiment sur très peu de gens, mais si tu es sur une population, il y a toujours des groupes. Donc, quand est-ce que les savoirs vont se tisser ensemble et quand est-ce que les savoirs vont se faire la guerre, je pense que c'est plus une question politique de rapport entre groupes. Par exemple, moi, ça me fait penser à une discussion qu'il y a eu dans les milieux féministes récemment, après ce qui s'est passé aux États-Unis sur la perte des droits procréatifs, qui a été de dire, avant, l'avortement, c'était quelque chose de militant qui était fait en clandestinité. Puis c'est devenu quelque chose d'autorisé qui a été fait légalement. Et maintenant que ça a été retiré légalement, qu'est-ce qui reste? Et si on n'a pas maintenu le fil de la pratique communautaire, on est complètement à la merci du système dominant. Du coup, il y a une question qui pour moi est une question politique et une question stratégique communautaire qui est de dire qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on sent en fait nos rapports. Moi, par exemple, je suis une personne trans, je vais pas te dire en France, il faut aller travailler avec l'université ou le gouvernement. Enfin, je veux dire, c'est nos ennemis. Les gens votent des lois pour réduire mes droits. Donc du coup, moi je vais pas aller travailler avec parce que c'est pas mon alliance. Moi j'ai plus un intérêt à avoir un fil épistémique parallèle. Et d'ailleurs c'est ce qu'on fait. Je veux dire, on a une grosse partie de la production épistémique dans différentes communautés. Une grosse partie des trans studies, des women studies, des Black American studies, de plein d'études comme ça sont faites par les minorités et sont produites en parallèle. Et ça crée des divergences et ça crée des tensions politiques. Je pense pas que les tensions politiques, ce soit une mauvaise chose. Je pense que les tensions politiques, c'est ce qui donne du levier d'action. C'est parce qu'il y a une tension qu'on peut aller discuter, qu'on peut trouver une solution ensemble. Donc pour moi, tout ça, c'est des stratégies politiques. Est-ce que c'est des stratégies politiques dont la recherche doit se saisir? Moi, je pense que oui. Mais comment est-ce que tu décides? Bah, c'est du politique. Et le politique, à la fin, c'est un arbitrage. Tu peux y réfléchir autant que tu veux, tu sais jamais la décision que tu vas prendre. Parce que s'il y a une bonne réponse, c'est pas du politique. C'est de la science ou un autre truc. Donc, je ne sais pas répondre, mais je pense qu'il faut le réfléchir comme ça. Il faut réfléchir, est-ce que c'est à notre avantage de le faire ou est-ce que c'est pas à notre avantage de le faire? Mine de rien, les survivants de la psychiatrie dans les années 70, ils ont diffusé les questions de rétablissement, ils ont diffusé leur modèle et leur façon de voir la psychiatrie, la santé mentale et l'avenir. Ils l'ont fait dans un but politique, ils ont gagné des choses, ils ont aussi perdu des choses. Maintenant, le mot de rétablissement, il veut plus rien dire, il est placardé dans toutes les politiques de santé, ça n'a plus aucun sens. Est-ce que c'était bien de créer ce savoir hybride commun? Moi, je suis pas sûr. Je veux dire, on a vidé nos concepts. Est-ce qu'on aurait dû le garder?
Je sais pas, et en plus, j'y étais pas, moi, chez ces gens-là de l'époque, donc je sais pas quelle était leur contingence et pourquoi ils ont décidé de faire ça. Mais je pense qu'il faut toujours qu'on y réfléchisse comme ça, de se dire, un savoir, c'est pas gratuit, et quand quelqu'un nous demande quelque chose, les choses, elles ont un prix. Et en l'occurrence, quand on perd, bah, notre jeu, c'est de jouer pour gagner, on n'est pas là pour jouer à continuer à perdre. Donc voilà, moi je pense que c'est des questions qu'il faut penser comme ça, et c'est pour ça que c'est des questions que moi je pose très loin de la construction des savoirs et l'université, et la philosophie, les sciences et tout ça. Je sais pas si ça répond, parce que ça répond à ma façon de comprendre la question, mais au final, peut-être que je suis en roue libre depuis 5 minutes. Non, mais pour moi complètement. Et juste pour dire que demain, on va avoir le rêve qui va nous parler de ça. Justement, c'était un de leurs. Enfin, ça va dans une des tables rondes, il y a le rêve qui intervient pour parler de la manière dont ils se positionnent et qu'ils construisent quelque chose à l'écart du pouvoir psychiatrique. Donc, autour il y a une table ronde qui va directement aborder ces questions-là demain. Demain, hein. Ouais. Et Étienne, vas-y. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit Anna, que je m'implique, mais j'en parle quand même. On a bossé sur l'auto-ethnographie collective. Du coup, je viens bien vous poser la question tout le monde en même temps pour dire à la problématique qu'on a pu vivre en ces dernières semaines avec le groupe. Pourquoi sommes-nous à quatre tous ensemble à l'instant T? Ce qu'on appelle l'instant T, c'est le moment présent, hein, tous ensemble, on est différents conseils, différents publics, différents. Pourquoi tous à l'instant T, on est là ensemble à réfléchir à des questions intellectuelles, on peut dire intellectuelles, je pense, hein. Voilà, peut-être des conneries, Anna, je sais pas. Mais... Moi, pourquoi je suis là? Parce que c'est la Capla, j'ai toujours dans la Capla avec Capra, et je suis un peu mou. Je suis un peu de la génération de mouton, mais voilà quoi. Télévision, tout ça, mais après, je serais pas à Capbras, je serais certain dans le mouvement. Pourquoi je suis à Capbras? C'est vrai, qu'est-ce qui nous réunit à Capbras? Bah, il y a le handicap, il y a plein de choses, quoi. Voilà, quoi. Je pense que la différence aussi, ça crée beaucoup de liens, la différence, Anna. Juliana, mais Pascal, tu me posais des questions, je crois pas. J'arrive pas à dire là-bas Baptiste. Il peut-être l'air de parler, je sais pas, je me parle. J'ai tendance à m'éparpiller à chaque fois que je parle, donc c'est symptomatique, je sais pas, mais quand je suis rétabli, donc ça va, quoi. Si. Alors, c'est intéressant parce que comment répond Anna? Ça répond à des questions de Baptiste sur l'articulation des plurivers et les conflits ou pas qu'il peut y avoir. En tout cas, moi, je fais ce lien-là. Voilà. Pardon, je ne regarde pas, franchement, c'est une horreur. Je regardais mes notes. Est-ce qu'on vous a perdu? Un petit peu? Ouais. Moi, c'est ma hantise, en fait. Et cette hantise s'est concrétisée, je vais vous le dire, hein, dans l'écriture de l'argumentaire de cette table, où je me suis rendu compte que moi-même, je pouvais écrire quelque chose de totalement incompréhensible. Et il y a une personne, ouais, il y a quelqu'un dans le chat. Et on arrive au bout aussi, c'est quelle? Moi, Daniel Delmer. on m'entend? Daniel, salut Daniel. Oui, bon. Ah, ça va bien? Bonjour à tous. Je viens d'arriver un petit peu avant, donc j'ai pas pu voir tout. Mais en fait, ça me pose énormément de questions, là, toutes les interventions. C'était... Ah mince, on m'entend plus. Si, On c'est m'entend bon. encore? Ouais, pas de Ah, souci. et donc en fait, j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions qu'il y a eu auparavant. Ça me pose donc, comme je disais, beaucoup de questions. Donc on parle d'univers, de plurivers. Après, moi, je suis en train de me dire que là, on avance tout doucement vers le métavers. Donc il y a aussi quelque chose où on est peut-être déjà un petit peu en retard. Et en fait, la question que je me posais, c'était donc il y a toujours un rapport, si j'ai bien compris, entre dominant et dominé. Donc là, je pense que je fais partie des personnes qui sont pas dominantes, ne serait-ce que par mon aspect physique,
Pourtant, en étant psychologue aujourd'hui, j'ai été chercher justement ce savoir universitaire que je maîtrise aujourd'hui, mais comment dire, mais il y a toujours justement cette comment, ce déséquilibre. À savoir, en gros, ma question, c'est pas vraiment une question, c'est un constat. Excusez-moi de la longueur de ma formulation, mais moi-même, dans mon propre groupe, si je m'identifie par exemple, je suis un dominé, je suis racisé, je reste un homme. En étant un homme, dans le groupe des racisés, je reste dominant. Donc, est-ce que moi-même, je véhicule pas quelque part un savoir de dominant comparé, par exemple, aux femmes noires? Ouais, je sais pas si j'étais très clair. Si? Je vois des petits oui, la Baptiste, il fait oui. Donc, c'est une vraie question que je me posais. Donc, et la question que je me posais aussi, c'est en tant que concerné, c'est un peu, enfin, pas décourageant, mais un petit peu, et je me demande si on n'est pas tout simplement cerné comme des cons. C'est un petit jeu de mots, mais que je trouve quand même intéressant. Voilà. C'est pas vraiment une question, c'était juste un constat, vraiment une vraie réflexion. Même par rapport au vocabulaire qu'on va utiliser, là, on utilise des fois un vocabulaire universitaire, et je me dis, alors on parle de normes, on parle de droits humains, ce serait peut-être bien de revoir aussi peut-être le vocabulaire plus bas, peut-être, non? Ouais, Parce qu'il y en grave. a peut-être qui comprennent même pas. Il y en a qui, à mon avis, qui comprennent pas. Ben ouais, c'est ce que j'ai essayé Moi, d'expliquer. C'est ce que j'ai j'ai aussi essayé le souci de vouloir vulgariser, alors j'aime pas trop le terme vulgariser, mais de ramener la connaissance universitaire qu'on a été chercher, même si j'étais pas vraiment pour, mais de la ramener justement à tout le monde. Je pense que c'est aussi essentiel. Alors, je Donc il pense, y a tout ça vraiment qui me pose beaucoup de questions. Daniel, je te réponds. On reproduit tous de la violence, qui qu'on soit. Voilà, je te le dis. En tout cas, moi, je le pense comme ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur le langage. Moi, combien de fois j'ai pas été entendue parce que je ne maîtrisais pas ni le bon langage et que je ne prêchais pas la bonne parole. Donc oui, il y a bien une question de langage et de s'approprier un langage que tout le monde comprend. Et c'est ce que je dis quand je te dis que quand j'ai écrit cet argumentaire sur ce colloque, j'ai écrit les trucs, mais même le titre, il n'est pas compréhensible. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Tu es en train de jouer à la chercheuse à raconter des trucs fumeux, alors que ce que tu veux dire, c'est quelque chose de très simple, quoi. Et on peut vite, très vite tomber dans ce piège-là. Donc voilà, je voulais répondre sur ces deux points-là, Daniel, à tes questions. Mais on domine et on a tous tendance, qui qu'on soit, à reproduire de la domination. Voilà, Daniel. Donc, il y avait une question, vas-y, je te laisse. Oui, ça part un peu peut-être sur autre chose, mais je voulais demander à Arnaud, suite un peu aux réflexions qu'il y a eu, notamment les réflexions d'Anna, qui me parlent pas mal auxquelles la recherche participative, elle amène là où on avait prévu d'aller un peu. Et du coup, est-ce que au cas droit, que moi je connais pas bien, comment toi, les pas de côté, ça t'a amené, enfin, peut-être des anecdotes ou des endroits où tu as senti ce truc de pas de côté, où tu pensais aller dans une direction et la rencontre t'a amené ailleurs. Voilà. Pour avoir l'espoir, peut-être que, en fait, des fois, on est détourné, peut-être. Je sais pas. Tu as l'air de parler de ça aussi dans ton intervention. Moi, je crois qu'il faut danser, mais c'est. Franchement, là, je ne vais pas arriver à répondre à ta question, je crois. Mais il y a plein de personnes qui sont de cadre droit ici qui auraient peut-être des trucs à dire par rapport à ça. On en reparle après au buffet dans un café. J'arrive à peut-être mieux. En plus, t'as c'est sûr que je sais pas. Isabelle, ouais. Attends, Isabelle, il y avait d'autres personnes qui voulaient poser des questions. Ouais, après. C'est juste pour revenir au secours d'Arnaud. Moi, dans le côté pas de côté, quand je suis venue à Capron, on est venu me chercher, puisqu'on a dit il y a des tas de gens, ils veulent poser des questions à un mandataire judiciaire, mais il n'y a personne qui ose venir. Donc, moi, je suis venue. La première fois, j'ai essuyé un bon cajou de tomate, un bon, pas toute fraîche. Et petit à petit, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit,
c'est intéressant justement d'arriver et de parler et de juste des fois d'être là. On ne sait pas trop pourquoi on est là, on ne sait pas trop si on a la légitimité à dire, à parler, à utiliser tel ou tel langage. Mais des fois, juste d'être là et de se dire, bah, tiens, j'ai jamais rencontré telle ou telle personne, d'avoir en face et de pouvoir discuter, parce que jamais dans la vie on en rencontre un. Et ben voilà, juste ça, et juste cette rencontre Cap Droit, ben, c'est juste ça. Et c'est ça, je trouve, le pas de côté de Cap Droit, c'est que c'est pas vraiment de la recherche, même pas vraiment de la recherche participative. Alors, c'est pour vous dire. Mais c'est un truc, alors j'aime pas le mot hybride, mais j'aime bien le côté extraterrestre du multivers. Voilà, je pense qu'on est tous un peu extraterrestres, Cap Droit. Ah, du coup, Arnaud, ça le réveille. Alors, Arnaud, je vous laisse parce que je pense qu'il veut répondre. Et après, une dernière question. Et après, on aura, je crois que c'était qu'on a déjà dépassé. Voilà. Juste, du coup, il y a des trucs qui me sont venus à l'esprit là. Et, bah, en fait, alors c'est personnel, mais je crois que c'est partagé. Il y a eu pas mal de temps assez fort dans le cadre droit où on allait communiquer à des colloques ou dans des institutions voilà, du pouvoir euh, dans des formats pas du tout, en tout cas pour moi, qui étaient vraiment assez incroyables, quoi. Où là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un truc qui va même au-delà de ce qu'on est en train de dire. On pourrait dire n'importe quoi. En fait, juste là, il y a un truc qui est puissant. Par exemple, à la CNSA, euh, on s'est battu même pour avoir des chaises en plus parce qu'on disait, nous, on veut communiquer, mais on n'est pas, il n'y a pas qu'un communicant comme d'habitude. On est 5. Mais ils n'avaient pas prévu assez de chaises. Donc, il y a eu une bagarre, notamment, je me souviens, Benoît Hérault, qui s'est bagarré pour qu'en fait, on puisse faire une communication euh, collective, voilà, qui montrait un petit peu ce qu'on était, c'est-à-dire une diversité de personnes avec des ancrages sociaux un peu différents. Donc voilà, ça pour moi, c'est quelque chose d'assez important dans la démarche Cap Droit et il fait vraiment un pas de côté quand on va en colloque et qu'on est 5 6 à communiquer et que les gens ne s'attendent pas en fait forcément à voir les personnes qui sont en face d'eux pour communiquer. Ça, moi, je trouve que ça a été une expérience assez forte. Dernière question. Merci. Bonjour Pascal, facilitateur au centre de formation de rétablissement, la COFOR. Donc COFOR, ça reste sur un principe d'horizontalité, c'est ce que j'aime, la co-construction. Finalement, c'est ce qui se passe aussi Cap Lab. On rencontre des professionnels qui vont plus ou moins dans le même sens, hein, malgré tout. Et j'ai entendu plusieurs fois le mot pas de côté, pluriversel, et ça m'a parlé ça aussi. Et j'aime bien les jeux de mots en mode féministe universel, en ne faisant en plusieurs mots universels. J'ai entendu donc le pas de côté et j'aurais voulu remettre au goût du jour la pensée d'Henri Laborie, le vietnamien, médecin, neurologue, chercheur dans les années 50, GHB, je ne sais pas si ça vous parle, 50-60, et qui parle, il a écrit un bouquin simplement, L'éloge de la fuite. Parce que l'être humain, face à un danger ou un potentiel danger, il lutte. Donc là, on va parler peut-être politique, la hiérarchie, dominant-dominé, hein, j'ai entendu ça tout à l'heure. Donc lutter contre les politiques, c'est une chose. Mais voilà, après, si on rentre dans une lutte, on, on court à notre perte. Donc, lui propose l'éloge de la fuite. La troisième, c'est la sidération, hein, bien sûr. L'état, c'est la sidération, la lutte ou la fuite. Donc, Laborie propose l'éloge de la fuite, le pas de côté, c'est-à-dire co-construire ensemble, euh, comme soirée contre soirée, hein, j'ai envie de parler comme ça, de faire une chose différemment. En parallèle avec ce qui peut se passer, ok, on parle du monde politique, mais voilà, ils détiennent l'argent et tout ça. Et donc, je vais aller assez court parce que déjà on a dépassé, mais sinon je pourrais parler encore jusqu'à minuit. Et lui il propose finalement de remplacer
Et ça, j'avais bien aimé le triptyque français, liberté, égalité, fraternité, par la conscience, la connaissance et l'imagination. Donc, quand il parle de conscience, il parle de conscience des déterminismes sociaux, la connaissance des mécanismes de tout un chacun individuel et le remettre en question en fonction de l'époque, en fonction du milieu, en fonction des savoirs. J'ai entendu la culture aussi tout à l'heure, et, euh, et l'imaginaire. L'imaginaire, il reporte dans ce triptyque conscience, connaissance et l'imagination. Et il balaye liberté, égalité et fraternité. Et je terminerai une note handicap ou pas handicap, hein. Moi, en étant aussi moniteur éducateur, je parle souvent de monde ordinaire et de monde extraordinaire. Moi, je les valorise, les gens que j'accompagne. Pour moi, ils sont extra. Et je parle du handicap comme une part du monde et non un monde à part. Merci. Du coup, on vient, juste pour conclure, merci beaucoup, Anna, Baptiste, Arnaud. Si on a choisi le pas de côté, désolé pour l'open dialogue, ce sera pour la prochaine fois. C'était pour venir interroger ce que c'était que faire un pas de côté. Donc pour certains, c'est fuir. Pour moi, c'est esquiver pour mieux frapper, en fait. Voilà. Mais, et du coup, vous allez peut-être être interrogé par Arnaud et par d'autres sur c'est quoi pour vous le pas de côté, qu'est-ce que ça permet, est-ce que vous l'utilisez dans vos pratiques, etc. Et ça, ce sera aussi le fil rouge vert, jaune, bleu de ces 2 jours. Merci beaucoup, c'est la pause. Merci. Merci, bonne suite de rassemblement. Merci pour l'invitation. Bonne continuation.